Les revirements sont fréquents dans les deux sens, si bien que, tel qui, à un moment donné, ne jurait que par le tunnel, peut très bien dans le moment qui suit ne jurer que par la trappe, et un moment plus tard, se donner tort de nouveau. Ceci dit, il n'en est pas moins certain que des deux parties, le premier se dégarnit au profit du second, mais de façon si lente et si peu suivie, et bien entendu avec si peu de répercussions sur le comportement des uns et des autres, que pour s'en apercevoir, il faut être dans le secret des dieux. Ce glissement est dans la logique des choses. Car ce qui croit à une issue accessible comme à partir d'un tunnel, elle le serait, et même sans qu'ils songent à l'emprunter, peuvent être tentés par cette découverte, tandis qu'aux partisans de la trappe, ce démon est épargné du fait que le centre du plafond est hors d'atteinte. Ainsi, insensiblement, l'issue se déplace du tunnel au plafond, avant de n'avoir jamais existé. Voilà un premier aperçu de cette croyance, en elle-même si étrange, et par la fidélité qu'elle inspire à tant de cœurs possédés. Sa petite lumière inutile sera bien la dernière à les quitter, si tant est que le noir les attende. L'emploi des échelles est régi par des conventions d'origine obscure qui, dans leur précision et par la soumission qu'elles exigent des grimpeurs, ressemblent à des lois. Tout repose sur l'interdiction de monter à plusieurs à la même échelle. Tant que celui en train de s'en servir n'aura pas regagné le sol, elle reste interdite au suivant. Inutile de vouloir imaginer la confusion qui résulterait de l'absence d'une telle règle ou de sa non-observance. Mais, faite pour la commodité de tous, il n'est pas question qu'elle joue sans restriction, ni qu'elle permette au grimpeur indélicat d'immobiliser son échelle au-delà de ce qui est raisonnable. Car, faute d'un frein quelconque, celui qui se serait mis dans la fantaisie de s'installer à demeure dans une niche ou dans un tunnel laisserait derrière lui une échelle inutilisable à tout jamais. Et si d'autres suivaient son exemple, comme fatalement il le ferait, on aboutirait au spectacle de 185 corps grimpeurs, moi les vaincus, voués au sol pour toujours. Sans parler de ce qu'aurait d'intolérable la présence d'accessoires ne servant à rien. Il est donc convenu que, passé un certain délai, difficile à chiffrer, mais que chacun sait mesurer à une seconde près, l'échelle redevienne libre, c'est-à-dire à la disposition dans les mêmes conditions de celui dont c'est le tour de monter, facilement reconnaissable à sa position en tête de queue, et tant pis pour l'abuseur. La situation de ce dernier, ayant perdu son échelle, est délicate en effet, et il semble exclu a priori qu'il puisse jamais revenir au sol. Il y arrive, heureusement, tôt ou tard, grâce à une autre disposition selon laquelle, en toutes circonstances, la descente a priorité sur la montée. Il n'a donc qu'à guetter à la bouche de sa niche qu'une échelle vienne se présenter pour l'emprunter en toute quiétude et avec l'assurance que celui en bas sur le point, voire en train de monter, lui cédera le pas. Il est évident
que ses chances de redescente rapide seront augmentées, quoique loin d'être doublées, si, à la faveur d'un tunnel, il dispose de 2 niches ou guettées. Mais les échelles ne servent pas qu'à gagner les niches et tunnels, et ceux que cela n'intéresse plus, ne serait-ce que temporairement, s'en servent simplement pour quitter le sol. Ils montent et s'arrêtent à la hauteur de leur choix pour s'installer le plus souvent debout face au mur. À cette famille de grimpeurs aussi, il arrive de dépasser les délais prescrits. Il est prévu dans ce cas que celui à qui revient l'échelle monte jusqu'au fautif et d'un coup ou de plusieurs dans le dos le rappelle à la réalité. Il n'en faut pas plus pour que celui-ci s'empresse de descendre, précédé de son successeur qui n'a plus ensuite qu'à prendre possession de l'échelle dans les conditions habituelles. Il y va du principe fondamental qui interdit de monter à plusieurs et dont la violation répétée transformerait rapidement le cylindre en pandémonium, tandis que le retour au sol retardé ne nuit finalement qu'au retardataire. Voilà un premier aperçu du code des grimpeurs. Il est curieux de noter la présence sur la piste d'un certain nombre de sédentaires, assis ou debout contre le mur. Pratiquement morts aux échelles et source de gêne, aussi bien pour le transport que pour l'attente, ils sont néanmoins tolérés. Le fait est que ces sortes de demi-sages, chez qui d'ailleurs tous les âges sont représentés, inspirent à ceux qui s'agitent encore, sinon un culte, du moins une certaine déférence. Ils y tiennent comme à un hommage qui leur est dû et sont maladivement sensibles au moindre manque d'égard. Un chercheur sédentaire à qui l'on marcherait dessus au lieu de l'enjamber peut se déchaîner au point de mettre tout le cylindre en émoi. Collés au mur également, les 4/5 des vaincus, tant assis que debout. On peut leur marcher dessus sans qu'ils réagissent. À noter enfin le soin que mettent les chercheurs de l'arène à ne pas déborder sur l'espace des grimpeurs. Si, las de chercher en vain dans la cohue, ils se tournent vers la piste, c'est pour en suivre lentement la bordure imaginaire, tout en dévorant des yeux tout ce qui s'y trouve. Leur lente ronde, à contre-courant des porteurs, crée une seconde piste, plus étroite encore, et respectée à son tour par le gros des chercheurs. Ce qui, convenablement éclairé et vu d'en haut, donnerait par moments l'impression de 2 minces anneaux se déplaçant en sens contraire autour du pullulement central. Un corps par mètre carré de surface utile, soit 200 corps, chiffre rond. Corps des 2 sexes et de tous les âges, depuis la vieillesse jusqu'au bas âge, bébés à la mamelle, qui, n'ayant plus à téter, cherchent des yeux depuis le giron ou accroupe-t-on par terre dans des poses précoces. D'autres, un peu plus avancés, circulent à 4 pattes et cherchent parmi les jambes. Détail pittoresque. Une femme aux cheveux blancs, encore jeune, à en juger par les cuisses, appuyée contre le mur, les yeux clos dans l'abandon, serrant machinalement contre son sein un bambin qui s'arc-boute pour mieux tourner la tête et voir derrière lui. Mais de tels tout-petits sont très peu nombreux. Nul ne regarde en soi où il ne peut y avoir personne. Yeux baissés ou clos signifient abandon et n'appartiennent qu'aux vaincus.
très exactement comptables sur les doigts d'une main, ceux-ci ne sont pas forcément immobiles. Ils peuvent errer dans la foule et ne rien voir. À l'œil de chair, rien ne les distingue des corps qui s'acharnent encore. Ceux-ci les reconnaissent et les laissent passer. Ils peuvent attendre au pied des échelles et quand vient leur tour, monter dans les niches ou tout simplement quitter le sol. Ils peuvent ramper à tâtons dans les tunnels en quête de rien, mais normalement, l'abandon les fige, aussi bien dans l'espace que dans l'attitude. C'est celle-ci, le plus souvent profondément voûtée, qu'ils soient debout ou qu'ils soient assis, qui permet de les distinguer des chercheurs sédentaires, dévorant du regard chaque corps qui passe, sans que pour autant la tête bouge. Debout ou assis, ils sont collés au mur, sauf un qui, saisi en pleine arène, s'y est figé sur pied au milieu des agités. Ceux-ci le reconnaissent et évitent de le déranger. Ils sont sujets toujours à de brusques retours de fièvre oculaire, tout comme ceux qui, ayant renoncé à l'échelle, subitement s'y remettent, tant il est vrai que dans le cylindre, le peu possible, là où il n'est pas, n'est seulement plus, et dans le moindre, moins le rien tout entier, si cette notion est maintenue. Et les yeux soudains de se remettre à chercher, aussi affamés que l'impensable premier jour, jusqu'à ce que, sans raison apparente, brusquement, il se referme, ou que la tête tombe. C'est comme si, à un grand tas de sable abrité du vent, on enlevait 3 grains, 1 an sur 2, et l'autre en ajoutait 2. Si cette notion est maintenue. Si les vaincus ont encore du chemin à faire, que dire des autres? Et quel nom leur donner, sinon le beau nom de chercheur? Ce qui frappe d'abord dans cette pénombre est la sensation de jaune qu'elle donne, pour ne pas dire de soufre à cause des associations. Ensuite, le fait qu'elle vibre de façon régulière et continue à une vitesse qui, pour être élevée, ne dépasse jamais celle qui rendrait la pulsation imperceptible. Et enfin, beaucoup plus tard que de loin en loin et pour très peu de temps.